La surtraduction aussi est un problème qu'il faut surveiller quand on révise une traduction. Donc, la surtraduction, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction d'éléments qui devraient être passés sous silence parce que c'est évident, qui est exprimé dans l'anglais, soit pour une raison de stylistique, donc je parlais de la redondance, qui n'était pas un problème en anglais, qui l'est davantage en français, mais aussi parfois pour des raisons linguistiques, à cause des verbes qui expriment une action, alors qu'en français, cette action-là va être exprimée autrement, va être précisée après le verbe. On voit l'exemple ici des Wyandot Chiefs qui sailed to London to present their case. En 1825, 4 chefs hurons se rendent à Londres en bateau pour soumettre leur requête. Le « en bateau » ici vient traduire le « sailed », sauf qu'en 1825, ils n'ont pas pu se rendre autrement qu'en bateau à Londres pour aller soumettre leur requête. Donc, c'est un élément qui n'est pas nécessaire de préciser, surtout que là, on a une phrase, mais normalement, on aurait un contexte qui raconte la traversée, par exemple. Donc, cet élément de précision-là, de sens-là, est vraiment pas utile en français. Puis en fait, il vient trahir la traduction parce que normalement, on ne l'aurait pas précisé si on avait rédigé directement en français. On a aussi le problème inverse qui est celui de la sous-traduction. Donc, une traduction littérale qui ne permet pas de bien comprendre la situation parce qu'on n'a pas donné assez d'informations. Si on regarde ici la phrase en anglais, on parle de Hogtown, qui est un des surnoms de la ville de Toronto. Donc, c'est un surnom qui est assez connu. Par contre, la traduction littérale, où on a explicité Hogtown en le traduisant par la ville du port, ça donne absolument aucune précision au lecteur. Donc, si le lecteur ne connaît pas le contexte, il y a des bonnes chances puisque c'est une réalité culturelle anglophone et non pas francophone. Mais le fait de l'avoir traduit ne donnera pas assez d'informations pour bien comprendre de quoi il est question. Donc ici, il aurait fallu faire une explicitation. Donc, il aurait fallu expliquer brièvement pourquoi on appelle Toronto la ville du port si on avait voulu que le lecteur ou la lectrice comprenne. Il arrive aussi que les traductions littérales soient correctes, mais juste pas idiomatiques. Donc, c'est le cas ici dans les deux exemples où on a des Q&A sessions qui a été traduit par séance de questions et réponses en direct pour répondre à vos questions. Donc, vous voyez qu'il y a encore là une redondance, alors qu'en anglais, il n'y a aucun problème avec ça. En français, on dirait plutôt des séances d'information en direct pour répondre à vos questions. Donc, séance de questions et réponses, ce n'est pas très idiomatique, c'est vraiment calqué sur Q&A sessions. Dans le deuxième exemple, on a une phrase qui est coordonnée par and, donc une structure qui est très, très, très fréquente en anglais et qu'on a tendance à traduire littéralement aussi. Donc, on dit for two projects, the countries concerned did not adapt energy prices and this created problems for the projects. En français, pour deux projets, les pays concernés n'ont pas ajusté leur prix de l'électricité et cela a causé des difficultés. En français, on a davantage tendance à lier les phrases plutôt qu'à les juxtaposer comme ça avec « et ». Donc, en français, une façon idiomatique de le dire, ce serait pour deux projets, les pays concernés n'ont pas ajusté leur prix de l'électricité, ce qui a causé des difficultés. Donc, vous voyez que le « this » traduit par cela, c'est vraiment une traduction littérale qui donne quelque chose qui ne sonne pas très naturel en français, alors que la relative ici sonne beaucoup plus naturelle. Donc, on a fait le tour de ce qui était problématique parce que c'était pareil, donc rendu d'une façon qui était très, très proche de l'anglais, soit sur le plan du vocabulaire ou de la syntaxe ou des usages. Maintenant, on va voir des éléments auxquels il faut porter attention parce qu'ils ne sont pas pareils et qu'on pourrait juger comme étant fautifs parce qu'ils ne sont pas pareils, mais qui ne sont pas nécessairement fautifs. Vous allez voir où je vais en venir. Donc, il y a un concept dans la traduction de l'anglais vers le français, dans la traduction générale, qui s'appelle le concept de l'étoffement. Donc, l'étoffement, c'est la précision d'éléments qui se dégagent du contexte et qui ne sont pas précisés dans la langue de départ, donc ne sont pas explicités
dans la langue de départ, mais on va vouloir les expliciter dans la langue d'arrivée. C'était le cas tout à l'heure quand je disais préciser qu'est-ce qu'on veut dire par la ville du port, pourquoi. Là, ce serait plus vraiment une explication qui aurait été nécessaire. Mais dans d'autres cas, c'est juste qu'on va donner des précisions alors que l'anglais ne le fait pas. Comme dans le premier exemple où on a plan how the shutdown could affect any potential evacuation. Donc, prévoir les répercussions de la fermeture du bâtiment sur les protocoles d'évacuation. On ne parle pas du bâtiment en anglais, on en parle en français. La personne qui a traduit a jugé que c'était plus compréhensible ou plus naturel de le préciser ici, et ce n'est pas une erreur en soi. Donc, c'est tout à fait correct de le préciser, ça n'apporte pas de redondance, ça n'apporte pas de répétition. Alors, on l'a précisé et ce n'est pas quelque chose qu'on doit corriger en tant que réviseur. Dans le deuxième exemple, on a une thèse qui porte sur les students and workers. Donc, il y a des mots que je n'arrive vraiment pas à prononcer ce matin. J'en suis désolée. Et dans le français, on a précisé ici les communautés racisées. Donc, les étudiantes, travailleuses et travailleurs des communautés racisées, alors qu'en anglais, ça s'appliquait directement aux students and workers. Donc, c'est une précision ici qui sert justement à éviter le masculin générique. Donc, qui est quelque chose qui est bien vu en rédaction épicène, qui est utile. Donc, ce ne sera pas une erreur en tant que telle de l'avoir précisé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas exactement pareil à l'anglais que c'est problématique. Deuxième cas où on pourrait être tenté de faire une correction alors que ce n'est pas nécessaire, c'est dans le cas où on a une implicitation et qu'on croit que c'est une omission. Donc, l'implicitation, c'est le passage sous silence, c'est le contraire finalement du précédent, c'est le passage sous silence d'éléments qui vont de soi. On appelle ça aussi économie par évidence. Donc, on a en anglais « any potential evacuation » qui a été traduit en français par « les protocoles d'évacuation ». Donc, « any potential » n'a pas été rendu parce que ce n'était pas nécessaire de le rendre en français et ce n'est pas une erreur de ne pas l'avoir fait. On a aussi la dernière partie, « affected by the change », qui a juste été traduit en français par « potentiellement touché ». Donc, on n'a pas précisé par le changement, probablement parce que ça avait déjà été assez clairement expliqué dans la phrase précédente ou pas loin en avant, et on n'avait pas besoin de le réexprimer. Deuxième exemple, on a ici une précision. On dit que les sous-ministres, deputy heads, are responsible to provide clear direction within their area of jurisdiction, alors qu'en français, on a escamoté cet élément-là parce qu'on trouvait que c'était logique qu'ils n'allaient pas le faire dans des domaines où ça ne les concerne pas, finalement. Le jurisdiction ici est très problématique à traduire de l'anglais au français. C'est peut-être pour ça que la personne a décidé de s'en passer, ce qui était une bonne idée ici, parce que jurisdiction, ça peut vouloir dire juridiction, mais ça, c'est vraiment dans des cas légaux très précis, alors que souvent, ça veut juste dire dans le domaine qui est le leur ou encore auprès de leurs employés ou des choses comme ça. Donc, ici, les sous-ministres qui donnent des directives claires, on imagine très bien qu'ils n'iront pas le donner dans le domaine de quelqu'un d'autre. On arrive maintenant au procédé de traduction indirecte. Avant de sauter là-dedans, je veux juste faire un petit rappel. Pourquoi indirect? C'est parce qu'il y en a des directs. Donc, si on prend les procédés directs que sont le report, donc on a une information, par exemple, un nombre en anglais, et on le reporte directement en français. C'est un procédé de traduction directe. L'emprunt, qui est un procédé de traduction directe aussi, on a un mot ou une expression en anglais, on la prend directement, on l'amène dans le français. C'est notre stratégie de traduction directe. Le calque, donc on prend la même structure, on la transfère en français. Souvent, ça fonctionne. Ce n'est pas une erreur en soi. C'est une erreur quand ça ne s'intègre pas au système du français ou que ce n'est pas idiomatique en français.
ou que ça vient faire concurrence à une forme qu'on a déjà en français qui est bien acceptée. Et le quatrième, qui est la traduction littérale. Donc, on traduit chacun des mots, on va arranger ça dans l'ordre syntaxique normal du français, mais il n'y aura pas d'autres opérations de traduction qui vont être faites. Les procédés de traduction indirecte, eux, interviennent quand justement ce n'est pas possible, pas idiomatique ou pas efficace sur le plan du style ou de l'efficacité communicationnelle de traduire directement. On va utiliser d'autres stratégies. La première de ces stratégies-là, c'est la transposition. Donc, la transposition, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de catégorie grammaticale. On va prendre, par exemple, dans le premier exemple ici, le how, qui est un adverbe interrogatif en anglais, qui va être traduit par un nom en français. Donc, prévoir les répercussions de la fermeture du bâtiment sur les protocoles. C'est l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Il m'a servi à plusieurs reprises, c'est chouette. Donc, en même temps que d'être une transposition, on voit que c'est une explicitation parce que le « how » est beaucoup moins précis que les répercussions ici. Deuxième exemple, on a would have saved money et qui a été traduit par à moindre coût. Donc, on a une formulation verbale ici qui est traduite par moindre ici, qui est un adverbe, un adjectif, un adverbe, je crois. Donc, vous voyez qu'on n'a pas nécessairement à traduire toujours par la même catégorie et ça va arriver très, très, très souvent qu'on va traduire des verbes en anglais par des substantifs en français parce que ça s'articule mieux de cette façon-là. C'est un piège, par contre, dans lequel il ne faut pas toujours tomber parce que des fois, le substantif, donc le nom, va nous amener une série de prépositions qui peuvent rendre ça très, très lourd. Donc, des fois, c'est mieux d'y aller avec un verbe qu'avec un nom, mais ça, c'est une autre question. Deuxième de ces procédés de traduction indirecte-là, c'est la modulation. Donc, la modulation, c'est un changement de catégorie de pensée. On avait un changement de catégorie grammaticale avec la transposition. Maintenant, on a un changement de catégorie de pensée. Donc, ça, c'est une typologie qui a été faite par Isabelle Colomba à partir du livre de Vinay Darbelné, Stylistique comparée de l'anglais et du français. Donc, vous allez avoir la référence en bibliographie. Donc, on voit qu'il y a différents types de modulation où on n'utilise pas nécessairement le même symbole ou la même référence en anglais et en français. Concret, abstrait, donc on a quelque chose en anglais qui est beaucoup plus concret, comme kitchen. Kitchen herbs, on voit que c'est des herbes qui sont là pour cuisiner, alors qu'en français, fines herbes, si on ne connaît pas le concept, on ne saura pas que c'est des choses qu'on va utiliser pour cuisiner. Ça peut être du général au particulier, donc to lift a finger, alors qu'en français, on lève le petit doigt, donc c'est plus précis que l'anglais. Explicative, donc on va parler soit de la cause, conséquence ou du moyen du résultat. Donc en anglais, instant coffee, donc ça nous fait du café de façon instantanée, c'est le résultat, alors qu'en français, on précise plus le moyen. Donc c'est parce qu'il est soluble qu'on arrive à avoir un café instantané. Partie tout, donc en anglais, on slam the doors in someone's face, alors qu'en français, on claque la porte au nez de quelqu'un. Donc, le nez, c'est une partie du visage, de la face. Ça peut être aussi de changer de partie, donc to clear one's throat, comme je fais depuis tantôt. Donc, c'est éclaircir la voix. On voit que la voix et la gorge, c'est deux choses différentes. On aurait pu dire aussi que c'est une modulation concret, abstrait, parce qu'il y a quand même un degré d'abstraction supplémentaire dans la voix que dans la gorge. Ça peut être un changement aussi d'organe ou de perception sensorielle. Big with consequences, donc on a la grosseur qui est quelque chose de visible, alors que lourd de conséquences, l'équivalent en français, c'est un poids. Donc on voit qu'on n'a pas la même perception sensorielle. Modulation géographique, Chinese whispers, qui se traduit en français par téléphone arabe. Donc dans un cas, c'est un peu comme la grippe espagnole qui était appelée la grippe française, si je ne me trompe pas, en Allemagne, la grippe allemande en France. Donc, il y avait vraiment un cas de modulation géographique ici. Renversement des termes, donc un contre-pied. Dans le premier cas, en anglais, on parle de Health Insurance Plan, donc d'assurance santé, alors qu'en français, on a une assurance maladie.
c'est vraiment le contre-pied l'un de l'autre. Contraire négativé, une modulation qui est très, très chère au cœur de François Lavallée. Si vous avez suivi un de ses cours, il y a des bonnes chances que vous en ayez entendu parler. Donc, forget it, n'y pensez plus. Donc, on a quelque chose qui est positif en anglais et on a quelque chose qui est négatif en anglais, en français, pardon, puis qui est le contraire de l'autre. Intervalle limite, donc for the period under review, donc on a un étendu de temps, puis depuis le dernier rapport annuel, donc on a quelque chose qui part du début, on a un point de référence fixe dans le temps. Et un autre qui est changement de symbole, donc as like as two peas. Donc en anglais, on se ressemble comme deux petits pois, alors qu'en français, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est tout simplement un symbole différent. Donc il y en a d'autres, c'est vraiment quelques exemples, mais ça va arriver assez souvent qu'on va le faire en français, soit de façon obligatoire, comme dans les expressions figées comme les deux gouttes d'eau ou les deux petits pois, soit de façon volontaire parce que ça fonctionne mieux dans notre contexte. On va regarder quelques exemples. Donc, ici, on a en français le Remember that, qui a été traduit par N'oubliez pas. Donc, ça, c'est un bel exemple de contraire négativé. Dans le deuxième exemple, on a Examines Systemic Racism et porte sur le racisme systémique. Donc, modulation concret-abstrait. Examiner, on a vraiment l'image de la personne qui regarde avec la loupe, alors que porter sur, c'est beaucoup plus abstrait. Dans le troisième cas, qui est toujours le même exemple au-dessus, on a embedded, qui a été traduit par ancré. Donc, on voit qu'ici, qu'il y a un symbole qui est différent parce que ça fonctionnait mieux peut-être dans notre texte. Ça va arriver aussi qu'on va vouloir utiliser au maximum le champ sémantique dans la langue d'arrivée. Donc, si on a déjà des références à des bateaux, par exemple, on pourrait être tenté d'utiliser ancré ici comme verbe pour renforcer cette cohérence-là, faire une métaphore filée. Troisième cas, on a le public qui is invited to request, alors que dans le deuxième cas, on a un francophone qui croit pouvoir se faire servir dans sa langue. Donc, vous voyez que dans le premier cas, c'est quelqu'un d'autre qui invite la personne à, et dans le deuxième cas, c'est la personne elle-même qui croit pouvoir. Donc, il y a un renversement des termes ici. Troisième procédé de traduction indirecte, qui est l'adaptation, qui est un peu moins fréquent, mais dont on a besoin parfois pour des raisons culturelles, souvent. Donc, si on regarde ici une description de confiture, en anglais, on dit que c'est idéal as a spreading, donc pour napper un gâteau à l'heure du thé. Donc, c'est sûr que si on traduit ça littéralement en français, puis qu'on dit pour napper votre tranche de cake à l'heure du thé, ça va être un peu étrange parce qu'on n'a pas d'heure du thé vraiment au Québec, à moins dans certains cercles où on reproduit les habitudes anglaises, mais c'est vraiment quelque chose de typiquement anglophone. Donc, on pourrait vouloir adapter ça avec l'accord du donneur d'ouvrage ou du client, bien entendu, pour parler de fromage épaté à l'apéro. Donc, l'apéro, c'est à peu près le même temps que l'heure du thé pour les anglophones, pour les Britanniques particulièrement, mais c'est beaucoup plus français, donc peut-être un peu plus répandu au Québec qu'on a l'apéro vers 4-5 heures que l'heure du thé.